BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Ouais, c'est surtout votre week-end, et quel week-end exceptionnel, quelle météo, qu'est-ce que c'est compliqué de faire une émission en studio quand il fait si bon dehors et qu'on pourrait être sur une terrasse. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal, je dois vous l'avouer, à trouver des invités. Je suis allé les chercher les uns après les autres. Vous les reconnaîtrez, vous verrez de qui je parle. Certains étaient complètement... alors, je les ai récupérés dans un état, vous allez les voir, sur des terrasses. Ils avaient dépassé le couvre-feu de 23h. Allez, vous savez que pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut évidemment des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Alors Marc Riez, je préfère m'excuser par avance, ce n'est pas moi qui ai écrit la présentation. Oh là là, je m'attends au pire. Non, parce que alors vraiment, même en la lisant, j'ai eu du mal. Pendant que Jeff Bezos se prépare à partir dans l'espace, oui. Bon, c'est là que ça devient dur. Marc Riezos. Il fait le chemin inverse. Ouais, non, mais vraiment, celle-là, même moi, j'aurais pas pu la faire. Il arrive tout droit de la planète Vega, bon, ça va, pour expliquer aux humains comment ses disciples délivrent les meilleures performances en toutes circonstances. Marc Riez, vous êtes DG de Vega IM, les performances sont bonnes ? Les performances sont très bonnes, oui. Oui, tout va bien ? Ah bah après... l'année n'est pas finie, comme on dit. On est croissance quand même, donc... Dans ma vie de débauche, mais oui, et oui, je suis quand même obligé de le dire. J'ai côtoyé des patrons de bar, des videurs de boîtes, même des capitaines de police, oui, je l'avoue, mais je n'avais jamais réussi à croiser un économiste de banque. Il y en a pourtant un seul, il est là, le voilà, Michel Rumi, vous êtes donc économiste de banque. C'est ça, hein ? Tout à fait. Toujours. Elle a régné longtemps sur le classement des gérants. On va voir si elle règne toujours. Elle règne sur la gestion spécialisée santé et robotique. Alice Labou, la reine de Trecento AM. Bonjour. Je vous ai couronné aujourd'hui. C'est magnifique. Bon, Trecento, vous nous faites un petit topo ? Comment ça va ? Eh bien, écoutez, ça va bien. Surtout qu'après avoir eu beaucoup de clients plutôt investisseurs institutionnels, on a maintenant des clients particuliers qui ont la gentillesse de vouloir nous confier leur épargne. Et par conséquent, on a trouvé un accord avec une et même plusieurs compagnies d'assurance vie pour pouvoir distribuer des produits de manière à ce que les gens puissent enfin investir chez nous. Parce que les barrières à l'entrée dans nos métiers sont importantes pour les sociétés assez jeunes et un peu innovantes comme nous. Donc ça va plutôt bien. Très belle dynamique et pas mal de bonheur. Continuez à faire votre pub, c'est sur quel contrat d'assurance vie ? Dans quelle compagnie ? Eh ben, on est chez AGAS et puis là on vient d'entrer chez AXA. Ah bah c'est bien. C'est plutôt une très bonne nouvelle et on espère bientôt Generali. Bientôt Generali, on verra, à suivre. Ces raisonnements, oui, ces raisonnements résonnent sur les réseaux les plus connectés. Son influence infléchit les influx des plus nerveux, connectés donc sans être déconnectés, nerveux aussi, mais jamais névrosé ni énervé. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. C'est vous, ça ? Ah, mais elle est très en forme, mais très imaginative. C'est très imaginatif. Allez, on attaque la reprise économique et l'emploi. Bah oui, mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? Il faut y aller quand même. C'est fini la maison. Il faut aller au bureau. Il faut travailler. L'économie rebondit fortement aux États-Unis et en Chine. Aux États-Unis, on a quand même une explosion des offres d'emploi, mais le chômage, évidemment, reflue, surtout aux États-Unis, mais c'est moins spectaculaire que ce qu'on aurait pu avoir. Est-ce qu'il y a des phénomènes qui sont en train de se créer, ou alors ce sont juste des phénomènes transitoires, Denis Ferrand ? Alors, c'est vrai que, tout d'abord, essayons de mettre les ordres de grandeur. En avril, c'est le premier mois où on a vu le nombre d'embauches se situer au même niveau que le nombre de chômeurs. C'est-à-dire qu'on était dans un rapport de 1 à 2 au pire de la pandémie, et là on est revenu exactement au même niveau en termes de flux d'embauche. Il y a eu 9 millions d'embauches à peu près au mois d'avril, c'est à peu près le nombre de chômeurs qui étaient recensés ce mois-ci. Donc a priori on pourrait se dire, si on continue sur ce flux, ça va aller. Sauf que on est sur un moment qui est très particulier. Cette récession, alors on a cherché à un moment toutes les lettres qui seraient les plus adaptées. Hein. Alors il y avait le W notamment. Moi je dirais pas que c'est le W, je dirais que c'est la récession en 2V. Parce que sa caractéristique de cette récession, c'est sa vitesse et sa violence. Sa vitesse de transformation
dans la demande, sa vitesse également et sa violence également dans les mouvements, des mouvements qui ont été d'une amplitude absolument exceptionnelle, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc ça structure, c'est ce qui structure la demande. La demande a été arrêtée, elle a redémarré extrêmement fort. Et en face de ça, on a fait une totale, on a congelé, on a cryogénisé l'offre de travail d'une certaine manière. Parce qu'on a fait le pari avec le chômage partiel, également avec l'échec à destination des chômeurs dans le cas des États-Unis. On a fait le pari que l'économie, en fait, elle repartirait comme elle était, elle ne serait pas transformée à la sortie par rapport à ce qu'elle était préalablement. Donc on a d'un côté une hyper-transformation de la demande avec les accélérations dans tous les sens, transition énergétique, accélération du numérique, et qui ont été vraiment fous. Face à cela, une offre qui, elle, au contraire, est restée relativement figée. Et donc, c'est l'adaptation qui prend du temps, c'est-à-dire que les compétences qui ont été conservées ne sont pas forcément celles qui sont demandées au moment du redémarrage. Et donc, il y a la réallocation, si vous voulez, de l'emploi d'un secteur à l'autre ne se fait pas parce qu'on ne l'a pas forcément bien anticipé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. C'est quand même pas étonnant pour l'Europe, mais très étonnant pour les États-Unis. Aux États-Unis, il y a quand même eu quelque chose de nouveau. C'est le fait qu'il y a eu des chèques qui ont été augmentés pour les chômeurs, qui a pu retarder le retour à l'emploi. Vous avez vu les débats qui se font actuellement au Parlement américain, qui consistent à lever les aides parce que précisément il y a ces tensions qui sont extrêmement fortes. 56% des patrons d'entreprises indépendants disent qu'ils ne trouvent pas des qualifications pour pouvoir leur poste. On n'a jamais vu une telle proportion. Mais parce que il y a cette adaptation qui ne s'est pas faite, parce que faut quand même pas oublier que ça fait qu'un an et 3 mois que cette pandémie, que cette récession est arrivée. Et les transitions dans les compétences, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps, on va y arriver, les goulets d'étranglement vont sauter, ou il y a quelque chose de plus fondamental, Michel Rumi ? En fait, il y a deux aspects pour l'action gouvernementale en France. C'est d'abord accompagner les secteurs qui subissent des transformations majeures comme l'automobile. Okay. C'est pour ça qu'il y a justement accompagné la reconversion de certains travailleurs. Et puis, il y a aussi aider les autres entreprises. Donc, bien sûr, ça va prendre du temps, mais il y a des compétences à acquérir de façon simple, et je vais extraire là-dessus. C'est pendant un certain temps, il y a les hôtels de luxe qui ont eu des difficultés. On ne va pas transformer un concierge d'hôtel de luxe en informaticien ou là-dessus. Donc ça pose un problème de compétences dès le départ. Ça va, et c'est là où il faudra surtout pas sortir de cette crise brutalement. Il faudra accompagner, faire du sur-mesure, éviter les faillites. On sort brut. Ah oui, vous dites les mesures d'accompagnement. Oui, ça veut dire que là, on va en sortir de la crise sanitaire, donc a priori la crise économique, mais c'est pas parce qu'on sera sorti qu'il faudra couper le robinet. Il faudra progressivement accompagner le personnel qui travaille dans cette transformation et aider certains secteurs. C'est ça la grande difficulté. Alice Abou, est-ce que c'est pas à cause de gens comme vous qu'on a cette situation-là avec la robotique ? Est-ce qu'on n'est pas avec la digitalisation ? Ce que dit Denis est quand même très intéressant. Il dit, attention, il y a finalement, et d'ailleurs c'était très intéressant, il y avait une étude dans The Economist qui dit en fait on n'a pas laissé la destruction créatrice fonctionner normalement. C'est normal, oui, parce qu'en une année, on a multiplié par 7 notre adoption du digital, de la robotique dans le monde. Donc il faut comprendre comment que ça se mesure, ça ? Parce que je l'ai vu, ce chiffre, plusieurs fois. Est-ce que vous avez... Alors, de mémoire, c'est le Boston Consulting Group qui a sorti une étude. Comment ils ont fait l'étude, ça je peux pas vous dire, mais on pourra parce que j'ai entendu qu'on a gagné 6 ans, on a gagné 7 ans. Oui, mais en tout cas, très clairement, ça se voit. Il y a eu une accélération. Oui, si vous voulez, là où la pente devait être progressive, c'est-à-dire augmentation de l'adoption des solutions robotisées au sein de l'industrie, au sein des services, et parallèlement, on va dire, augmentation de la formation qualifiée en fait des travailleurs, on s'est retrouvé sur un choc, c'est-à-dire que le taux de pénétration de la robotique a été colossal, de la robotique et du digital, et en même temps, il y a un manque de formation très important parce que l'accompagnement qui a été fait par les différents systèmes d'éducation, on va dire, ou de formation, n'a pas été, évidemment, on s'est retrouvé dans un choc non prévu, quoi. Donc voilà comment ça s'explique, et oui, d'une certaine manière, évidemment, la digitalisation... C'est de ma faute. Moi, je ne fais que faire gagner de l'argent à mes clients. Vous financez la destruction de l'emploi des travailleurs. Non, mais c'est le consommateur. Mais ça, c'est faux. C'est le consommateur. Non, mais ça, c'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça. Non, mais la robotique et digitale, pour un emploi créé, on détruit 10, mais c'est normal. Mais il faut amener toute la formation initiale et continue vers les nouveaux métiers. Oui, d'accord. Non, mais ça, c'est du discours politique bidon. La robotique,
robotique répond à un enjeu de baisse de la population active, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que oui, mais on n'y est pas encore. Il y a une phase de transition. On n'est pas au Japon. On va en parler tout à l'heure. Pas encore. Donc on a encore des gens qui doivent travailler et qui à cause de vous, n'ont plus de boulot. Oh, à cause de moi, vous êtes un petit peu agressif, mon cher Marc. Franchement, je leur veux pas de mal. Moi-même, je recrute. Vous voyez, je recrute au moins 6 personnes cette année, ce qui est quand même plutôt pas mal, vous voyez. Mais non, en réalité... mais c'est intéressant quand même de se dire que vous investissez quand même dans des entreprises de robotique hyper innovantes et elles disruptent. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont en train de remplacer beaucoup de tâches. Alors elles accompagnent beaucoup l'être humain. C'est surtout les robots collaboratifs. Est-ce que c'est disrupt ou c'est un progrès technique? C'est différent. Pardon? Est-ce que ça, pour reprendre Marc, est-ce que ça disrupte les deux. ou ça non, c'est un immense progrès technique, je pense. Voilà. Mais ça disrupte quand même. Et puis ça va diminuer les bases de coûts et ça va diminuer les prix aussi. Donc tout le sujet de l'inflation aussi peut être remis en cause au regard des avancées du progrès technique dans le monde. Donc le fait que l'inflation n'explosera pas, c'est grâce à vous. C'est grâce à moi et donc c'est bon pour le consommateur. C'est mauvais pour l'emploi, mais bon pour l'inflation. Marc, non, en fait, c'est le consommateur qui choisit de toute façon, hein, Marc. Là, il a eu accès finalement à des modalités d'achat, de consommation, de comportement qui lui plaisent fondamentalement. Au-delà de la pandémie, c'est vrai que quand on s'est habitué à acheter sur des sites en comparant sans se déplacer rapidement. Vous dites ça va rester vous? Ah oui, je pense. Mais je pense parce que les gens ont pris goût à ce mode en fait, un peu de complémentaire et non pas un remplacement de consommation. Alors c'est pas peut-être, mais quand même ça c'est oui. complémentaire certes. Inévitablement. Non, voilà. mais ce qui a posé comme problème, c'est est-ce que les petits commerces vont s'adapter? C'est ça le problème. Le fondamental, c'est bien sûr, nous on se pose pas de questions, on passe par les gros canaux comme Amazon. Mais imaginez que le commerce de proximité, est-ce qu'il va faire l'effort de créer son site internet? Parce qu'en fait, on dit omnicanal, en présentiel, click and collect ou à distance. C'est super. Simplement, quand on a une surface financière, c'est faisable. Quand on est petit commerce, il faut avoir tout cela. Et ça, c'est pas évident. Denis Ferrand, comment se fait-il que tout ça ne crée pas de tensions plus importantes sur les salaires encore? Alors, notamment aux États-Unis. On comprend qu'en Europe, on a un métro de retard, mais aux États-Unis, ils sont à bloc. Là. Oui, sur les États-Unis, il y a quand même un peu d'accélération sur certains secteurs qui redémarrent rapidement, mais ça reste marginal. Et puis, en plus, attention, sur les salaires, il est en train de se passer le phénomène exactement inverse, celui qui est intervenu l'année dernière. Rappelez-vous, au moment de la pandémie, en avril-mai, il y a eu soudainement une explosion des salaires qui sont montés à 9% en glissement sur un an. Pour une raison très simple, c'est que quand on regarde les salaires d'un point de vue macroéconomique, et ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que ce sont les secteurs qui ont le plus faible niveau de rémunération relative qui ont vu le nombre d'emplois disparaître. Et donc, par un effet de composition, les salaires ont augmenté parce que les gens qui ont un niveau de salaire plus élevé étaient en surreprésentation sur le marché du travail. Ceux qui reviennent maintenant dans l'emploi sont à rebours ceux qui ont un niveau de rémunération plutôt plus faible. Et donc, ça va vous faire pendant quelques mois un effet de discipline sur l'évolution des salaires mesuré à l'échelle macroéconomique. C'est pour ça qu'il va falloir bien regarder désormais l'évolution des salaires dans chacun des secteurs et non pas d'un point de vue macro. La macro actuellement est comme un voile, elle crée des leurres qu'il faut aller désormais traquer avec des indicateurs beaucoup plus fins. Mais est-ce qu'on peut dire quand même, juste pour conclure, que le fait d'avoir, Michel Rumi, le fait d'avoir instauré un peu un système à la française, c'est-à-dire de protection, tant mieux pour certains, n'est pas en train de créer une sorte de confort qui fait qu'aux États-Unis, il y a des gens qui critiquent toutes ces aides en disant c'est du fait qu'il y a des gens qui gagnent plus en restant chez eux qu'en bossant, ils ne reviennent plus bosser. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aux États-Unis, il y avait aux États-Unis, c'est un problème de protection sociale. On était cash, on travaille pas, de façon simple. En France, on était plus couvert, on va dire. Et là, c'est vrai que d'un seul coup, avec l'administration Biden, on veut faire un peu plus de social, on veut limiter les inégalités, et donc on veut permettre à chacun de pouvoir retrouver, on va dire... Donc ça peut induire des changements de macroéconomiques profonds. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir un modèle macroéconomique américain qui, malheureusement pour eux, peut commencer à ressembler à celui qui... Européen, mais il faut que ça soit sur longue durée, parce que c'est pas en 4 ans que ça se fera. Mais... Allez, on va parler d'un autre sujet qui me passionne. On en avait parlé la semaine dernière pour la Chine. À quoi ressemble, j'avais envie de me poser cette question et de profiter du fait d'avoir des talents sur ce plateau qui peuvent nous expliquer à quoi ressemble un pays qui vieillit. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait. Je voulais vous mettre un peu d'ambiance. Je voulais plomber l'ambiance un peu. Bon, la Chine, vous le savez, on en parlait la semaine dernière, veut que les familles aient 3 enfants. L'Europe vieillit, ne fait plus d'enfants. Partout, on craint de devenir le Japon de demain. Alors, je me suis posé quand même cette question. Le Japon est devenu le laboratoire du vieillissement accéléré de la population, mais est-ce qu'on n'a
raison d'avoir peur, Michel Rouimi? Est-ce que le Japon, c'est un tel repoussoir? Est-ce que le Japon va bien? Va bien, à quel niveau, hein, c'est ça le économique. Problème. Oui, non, économique. Je pense que il a vécu sur son passé et que si cette tendance se poursuit, il va y avoir des grandes difficultés. Pourquoi? Parce que le vieillissement de la population amène déjà, première des choses, une diminution de la population active. Et donc, ce qui tombe bien, puisque justement, il y a plus de chômage au Japon. Oui, mais ce qui va et la robotique explose. Oui, mais ça, c'est dans 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas. La question, c'est qu'il y a une diminution de la population active, donc une moindre croissance, ce qui veut dire qu'il faut aller chercher, on va dire, une main-d'œuvre qui manque. Et donc, qu'est-ce qu'on. Ou digitaliser, puisqu'on gagne 7 ans en un an. Oui, mais digitaliser, c'est pas le fait. C'est que, bien sûr, dans le discours, on passe de blanc à noir. Or, il faut passer par des gris clairs à gris foncé. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, digitaliser, mais il faut former les personnes, il faut avoir les outils, il faut avoir les entreprises qui nous permettront d'arriver. Or, c'est la transition qui est plus compliquée à gérer. Et c'est ça qui est la grande difficulté. Et au Japon, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il n'y a plus de main-d'œuvre, donc il y a une perte de croissance potentielle. Donc, on va essayer de mobiliser toutes les forces vives, et notamment, on demande aux femmes d'intégrer le marché du travail. Il faut dire quand même qu'au Japon, il n'y a pas d'immigration. Il n'y a pas d'immigration, c'est culturel. Et c'est ça qui pose le problème, c'est que si on ne fait pas d'efforts pour intégrer les femmes, parce qu'il y a aussi, c'est une repensée de la société nippone, eh bien, il va falloir faire appel à des travailleurs immigrés jeunes et qualifiés, ce qui va à l'encontre, on va dire, d'une certaine culture. Donc ce que vous dites quand même, c'est que, on travaille plus longtemps, plus tard, ça c'est une des conséquences, qu'il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent et qui travaillent de plus en plus longtemps aussi. Voilà. D'accord, donc ça c'est des conséquences directes. Ça explique qu'on ait une croissance quand même structurelle qui soit relativement faible, qu'on soit en désinflation un peu permanente. Mais Denis Ferrand, est-ce que pour ça, si on regarde le PIB par habitant, non pas le PIB, ok, ce qui est logique, le PIB souffre un peu du fait de la diminution de la population, mais finalement les Japonais sont plus riches. Les Japonais, le PIB par habitant japonais, depuis 20 ans, c'est 0,8% par an. Donc ça progresse, c'est d'ailleurs à peu près le rythme de la productivité, ce qui veut bien dire que l'emploi n'a pas progressé en 20 ans au Japon, pardon. Mais justement, le Japon... Mais on est en plein emploi. Mais on est au plein emploi. Oui, parce qu'il manque le taux d'activité. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez moi je trouve que c'est pas si mal. Hein. Bah oui, ça m'étonne pas, on va revenir à vous. On va en discuter volontiers. Mais parce que le Japon est aussi dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'il a réussi jusqu'à présent à faire l'adaptation à son vieillissement, sauf que maintenant, il est au bout d'une certaine logique. Voilà. Je vais prendre juste quelques chiffres pour faire rapidement. La population en âge de travailler au Japon, elle est passée de 87 à 74 millions de personnes en l'espace de 20 ans. Or, le nombre d'emplois est exactement le même. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? C'est la population active, enfin, ou plutôt le taux d'activité qui a fortement monté, et notamment le taux d'activité des femmes. Le taux d'activité des femmes est au Japon le plus élevé au monde, avec celui que l'on a en Allemagne. Tiens, autre pays qui vieillit. 10 points de plus au Japon et en Allemagne qu'il ne l'est aux États-Unis ou qu'il ne l'est en France. Donc il y a bien eu jusqu'à présent une réponse au vieillissement sous la forme d'une mobilisation accrue de la main-d'œuvre. C'est quelque chose qui est très fort. C'est pas sans limite. Mais c'est pas sans limite. Et ils sont en train d'arriver au bout de la logique. Mais surtout, il y a un autre point qui est très important et qui fait là, cette fois-ci, le pont avec la Chine. On dit toujours la Chine, elle a un gros problème, c'est qu'elle va être vieille avant d'être riche. Le Japon, comme l'Allemagne, eux, sont devenus riches avant d'être vieux. Et en fait, ils ont une position extérieure nette. Alors, la position extérieure nette, c'est pas du Kama Sutra. Hein. La position extérieure nette, c'est simplement... Et on le déplore. Et on le déplore. C'est simplement la différence entre les actifs que je détiens à l'étranger, moins les engagements que j'ai vis-à-vis des non-résidents. C'est ça, la position extérieure nette. Mais le Japon et l'Allemagne ont une position extérieure nette créditrice. Ils ont plus d'actifs à l'étranger que d'engagements, à hauteur de 70 points de PIB. Et donc, ils dégagent chaque année 4% du PIB de revenus du capital qui vient irriguer l'économie. Donc, ils ont eu la... Donc, tout va bien. Donc devenir... Quand on dit l'Allemagne va se nipponiser, quand on dit l'Europe va se nipponiser ou la Chine, c'est pas dramatique. Oui, si vous avez constitué de quoi faire cette rente. C'est ça le problème. Et dans le cas de la Chine, la position extérieure nette chinoise, c'est 14 points du PIB. Dans le cas de la France, c'est moins 25% du PIB. Donc, on n'est pas égaux face au vieillissement. C'est bien plus facile de vieillir quand vous avez été riche à un moment et que vous avez capitalisé cette richesse qui vient vous dégager des revenus. Alice Labousse, c'est là que vous intervenez au Japon avec la robotique.
Entre autres. Ah, bon, c'est pas. Non, allez-y. Non, je voulais dire modulo quand même l'immigration, c'est-à-dire qu'en fait, on compare l'Allemagne ou on va dire l'Europe avec le Japon, et l'Allemagne, quand ils ont besoin de main-d'œuvre, ils vont vraiment la chercher. Ce que font les Japonais, c'est qu'ils fabriquent des robots. Donc je reboucle avec ce qu'on disait. C'est quand même les champions du monde de la robotique, notamment des robots. Ce sont les champions du monde de la robotique. De très loin. Vous savez qu'il y a une société qui s'appelle Fanuc, que j'invite tout le monde à regarder sur Internet, extraordinaire, qui est FANUC, au pied du mont Fuji. C'est des millions de mètres carrés d'usines qui fabriquent donc deux robots, des millions de mètres carrés d'usines avec des robots qui fabriquent des robots. Et donc c'est une société c'est le géant, on va dire le géant de fabrication de robots industriels. C'est même une culture très particulière. Les salariés qui travaillent chez Fanuc, c'est très très connu. Et surtout, en fait, ils ont une adoption très 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 rapide dans ce pays-là de toutes les nouvelles technologies robotisées. Et donc ça fonctionne bien et ça pallie aux problématiques. De toute façon, comme dit Alice. Donc ça veut dire que quand même, ce que vous dites, on arrive aux limites du système. C'est pas vrai. Non, parce que c'est la d'autres problèmes après. C'est la technologie qui va résoudre. Voilà, c'est la technologie et les gains de productivité et l'investissement justement dans la robotique, dans tout ça, dans les nouveaux modes de consommation, dans l'autonomie aussi des choses. C'est-à-dire que il y a 50 ans, il y avait du personnel, etc. Aujourd'hui, tout le monde fait tout seul. On voit même dans les entreprises, on n'a plus d'assistante. Voilà. Oui, mais après, c'est un mode de... et donc, en fait, la technique permet de se substituer à la rareté, finalement, du travailleur humain. Et ça compense quand même. Donc ça tombe bien. Voilà, donc on est en train d'expliquer globalement qu'on a un problème de vieillissement de la population, mais qui se trouve que par le plus grand des hasards, on a une explosion de la digitalisation qui fait que la productivité augmente, et donc que dans les pays dans lesquels il n'y a pas de main-d'œuvre, on arrive quand même à contourner le problème. Et on peut imaginer beaucoup de nouvelles innovations dans ce domaine-là, avec des drones qui livrent, avec plein de choses comme ça. Et finalement, moi je crois qu'il ne faut pas trop s'exagérer le problème que pose ce vieillissement. C'est qu'avec le progrès technique, avec les gains de productivité... Et avec le Viagra. Avec tout ça, important. Eh bien, voilà. On va y arriver. Oui, un mot, c'est très important d'avoir l'adaptation... Spécialiste du Kama Sutra économique. L'adaptation des systèmes sociaux au vieillissement. Et notamment le système des retraites. Dans le cas du Japon, ce qui a été mis en place, c'est une adaptation des versements de retraite en fonction de la démographie. De faire en sorte que les gains d'espérance de vie soient partagés entre des gains d'espérance de vie à la retraite et en âge actif. C'est-à-dire que si vous avez un an d'augmentation de l'espérance de vie qui se fait dans l'ensemble de la population, eh bien vous aurez 6 mois d'augmentation d'espérance de vie à la retraite, 6 mois d'âge actif. C'est-à-dire qu'on déplace, on décale le temps de sortie à la retraite. On est obligé, mais on ne le fait pas. En fonction de l'espérance de vie. Mais ce serait la logique. Enfin, on dit qu'on ne le fait pas, mais on est très critique sur la France. Mais l'âge de départ à la retraite évolue. Il est de 62 dans le secteur privé, de 62,8. C'est quand même pas mal. Et c'est Michel Remy, voulez-vous défendre ou vous reconnaissez que vous avez tort? Non, la vérité de ce jour n'est pas celle de demain. On est bien d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce qui est très important, c'est qu'avec le vieillissement, on va changer aussi les modes sociologiques de la société. Et c'est ça qui est très important, parce qu'on le voit, l'économie, technologie, pas de problème. Mais en même temps, qu'est-ce qui veut dire? Est-ce que vous acceptez de remplacer, par exemple pour les EHPAD, le personnel on va dire aidant, par ce qui se passe actuellement, par des robots? Donc, ce qui veut dire d'un certain côté qu'il va avoir après un moment donné. Oui, non, mais il va falloir. Mais après, c'est comment vivre, laisser, on va dire, son aîné dans un EHPAD avec on pourrait se dédouaner d'une certaine manière. Et il y a le côté, on va dire, retour vers les aînés, l'amour qu'on peut donner vers nos aînés qui risque de disparaître parce qu'on est tranquille, parce qu'on va avoir donc ça pose des problèmes autres qu'économiques, et ça peut avoir des traductions économiques. C'est-à-dire de refuser peut-être une trop grande technologie dans la vie de tous les jours. On continue en deuxième partie, je vous remercie beaucoup. On se retrouve en deuxième partie pour parler de la performance des gérants, de ce qu'il faut acheter sur les marchés. On va parler d'inflation, on va parler de marché, on va parler de tout. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on
on se retrouve en deuxième partie de l'émission. Bon, finalement, ils ont repris un peu du poil de la bête, ceux dont j'ai pas dit les noms, que je suis allé chercher dans les terrasses alors qu'ils étaient dans un sale état. Plutôt des gérants, on va dire, et puis un économiste d'une banque dont on peut pas dire le nom, et puis j'en dis pas plus. Alors, on se retrouve avec Denis Ferrand qui nous a fait découvrir quand même le Kamasutra économique, Alice Labou qui va tous nous remplacer par des robots, Michel Ruimi qui a peur d'Alice Labou, qui veut remplacer les économistes de banque par des robots, et Marc Triès qui se dit bon, finalement on va vieillir et tout ça va aller. Je suis très content d'être remplacé par un robot. Évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a plus envie de faire. Si un robot veut les faire, ça sera avec plaisir. Allez, on va parler de l'Arlésienne des 10 dernières années qui commence à devenir réalité, c'est-à-dire l'inflation. Même pas peur. Alors là, 5% de hausse de l'inflation aux États-Unis et les indices boursiers qui ne bronchent pas. Et alors ça, je l'avais jamais vu. Un chiffre aussi fort, puisque c'était le plus gros chiffre depuis 13 ans, avec un chiffre hors alimentaire et hors énergie qui était au plus haut depuis 1992. Le taux d'emprunt américain à 10 ans, qui est le taux de référence, donc pour ceux qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas des spécialistes, généralement quand il y a de l'inflation, les taux d'intérêt remontent. Et bien là, on se retrouve dans une situation où, l'inflation a été publiée, le taux d'intérêt a baissé. Denis Ferrand, franchement, vous m'expliquez ça ? Non, je vais. Non, vraiment. Non, je vais pas y arriver. C'est vrai que ça fait 3,5% en termes réels, moins de 3,5% en termes réels pour le taux à 10 ans. Ouais. Je sais pas si on a déjà vu ce niveau. En tout cas. Alors expliquez le moins 3. Enfin, très simplement, on a bien compris, mais réexpliquer, c'est 5% d'inflation. Oui. Et 1,5 à peu près de taux à 10 ans. Donc normalement, la règle, s'il devait y avoir une règle du taux d'intérêt, par exemple à 10 ans de référence, quand l'inflation est à 5%, alors bon, on va revenir sur le fait que c'est l'inflation sur un mois, et donc que les anticipations sont qu'elle va baisser. Mais normalement, techniquement, on devrait avoir un taux d'intérêt. Techniquement, on devrait avoir le taux à 10 ans, ça devrait être en gros la croissance en valeur. Donc la croissance du PIB, plus l'inflation, plus une petite prime de risque. Donc la croissance américaine, ça va être 6,8. L'inflation sur l'année, ça va faire du 3,5. Donc on devrait avoir un taux des obligations d'État à 10 ans à 10%, plus une petite prime de risque, mais ça, c'est la poire pour la soif. Bon, clairement, on n'y est pas. Non, mais c'est votre métier. Mais oui. D'expliquer ça. Non, mais d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne pas parce que déjà, on s'est déshabitué à avoir. Enfin, la prime de risque a déjà disparu. Ça fait des années que l'on vit en termes de taux réels qui sont négatifs, parce qu'il y a une encre qui s'appelle les taux à court terme, qui est extrêmement basse. Les taux directeurs sont à 0%, et donc ça vous tire l'ensemble des rendements vers le bas. Et il y a aussi une baleine qui est installée sur les marchés financiers, qui achète énormément de titres. La Fed aux États-Unis, qui s'appelle la BCE en zone euro, qui achète des titres. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui vient vous tirer vers le bas. Juste une chose, c'est que la Fed n'achète pas de T-notes à 10 ans aux États-Unis. Effectivement, elle alimente le marché avec des taux très bas à zéro, comme on dit sur le marché monétaire, jusqu'à 3 mois. Mais après, elle ne fait pas ce que fait la BCE, qui est d'aller acheter des obligations. D'accord, mais en fait, elle va prêter à zéro, je dis n'importe quoi, JP Morgan. Ah oui, JP Morgan emprunter à zéro. Ça n'a rien à voir. Il peut se prendre une tôle. Vous le savez mieux que moi, Marc. S'ils achètent du 10 ans avec l'argent qu'ils empruntent à zéro, si les anticipations du marché tout à coup se mettent à être qu'il va y avoir une inflation pérenne, durable, ils peuvent se manger des pertes très importantes. La sensibilité au taux d'un emprunt à 10 ans, c'est entre 7 et 8. Donc si les taux d'intérêt vont de 1% à 10 ans, si vous avez une obligation à 10 ans, votre obligation va perdre entre 7 et 8%. Michel, il y a moyen de perdre beaucoup d'argent. Vous avez une explication pour ça quand même, ou vous dites c'est juste une aberration C'est une aberration qui va être gommée au mois prochain. Aujourd'hui, aberration, c'est quoi? L'inflation ou le taux d'intérêt? D'une part, l'inflation, je pense qu'elle est temporaire, donc on n'aura peut-être pas forcément ces 5% régulièrement, parce que c'est une hausse durable, généralisée des prix, ce qui est pas gagné. Et donc il y aura. Vous dites l'inflation, c'est une hausse durable et généralisée des prix. Et là, vous nous dites, c'est pas généralisé. C'est pas généralisé. Et c'est pas durable. C'est vous qui décrétez que c'est pas durable?
Il y a pas mal d'autres acteurs qui considèrent que parce qu'il y a le marché, y compris les banques centrales. Voilà, le marché parce dit qu'on sort, on sort de la crise, il y a entre guillemets un surplus de liquidités à consommer, à utiliser, on va dire. Il y a une forte demande et une moindre offre. Et donc c'est pour cela. Ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple dans son discours la BCE hier, les anticipations de l'inflation de la BCE à 2023, juin 2023, c'est 1,4. Donc. D'accord. Ça c'est la BCE, c'est pas pareil. Oui, non. Alors moi je prendrais vraiment le contre-pied, c'est-à-dire que pour moi c'est pas du tout une aberration. C'est-à-dire qu'au contraire, en fait, ça montre que le marché est un peu intelligent et que finalement il n'y a pas que des robots qui font la gestion de notre métier, mais il y a aussi des gens qui réfléchissent et qui se rendent compte que c'est juste complètement parasitaire, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais pour moi, le sujet de l'inflation aujourd'hui, c'est un sujet dont on va plus parler dans pas très longtemps. C'est normal, vous lâchez les chevaux d'un coup d'un seul. L'économie, elle était comme ça, en train contenue, puis d'un coup, on lâche les chevaux. Bien sûr que les prix montent, bien sûr que le pétrole monte, bien sûr que ça monte. Simplement, pour moi, ça n'est même pas un sujet. Oui, il y a différent. J'ai eu tort de parler d'inflation. Non, parce que ce qui est très important, le phénomène qui me frappe le plus, c'est pas tant le chiffre d'inflation, le 5% d'hier ou le 3,8% pour l'inflation une fois qu'on enlève l'énergie et l'alimentation. C'est plus celui-ci d'ailleurs qui est significatif, me semble-t-il. Mais c'est surtout l'évolution des anticipations par les ménages américains. L'université du Michigan fait une enquête qui est très réputée et qui disait que l'inflation que les ménages américains projettent à 1 an, c'est 4,6%. Celle qui projette à 5 ans, c'est 3%. Ces seuils de 4,6 et 3%, on les avait déjà observés en 2011, au sortir de la précédente récession, quand il y avait eu un choc assez soudain qui était intervenu sur les matières premières, où l'ensemble des matières premières avait été aspiré à la hausse. Mais parce que c'était un choc un peu de même nature que celui que l'on subit actuellement, à savoir des formations de goulets d'étranglement qui avaient été un aspirateur à la hausse des prix, mais qui ne s'était pas propagé et qui ne s'était pas généralisé, pour reprendre le terme de Michel. Vous êtes tous d'accord, là, tous, pour dire c'est pas généralisé, c'est pas durable, c'est temporaire? Alors, pour l'instant, ce sont des goulets d'étranglement, mais j'insiste quand même sur le pour l'instant, parce que quand on s'était vu avant le confinement, on était déjà dans des moments où l'économie américaine était déjà à la limite de sa saturation, et où elle était déjà en fabrication de conditions d'une inflation qui, elle, devenait un petit peu plus durable. Donc attention, si l'économie américaine reste durablement sur un rythme élevé, à ce moment-là, oui, il y aura un risque d'inflation. Moi, là où je partage le point de vue d'Alice, c'est de dire, effectivement, on n'aura pas du 3,8 encore, ou du 5, incluant le pétrole, durablement. Mais quand même, faut quand même faire un peu attention, parce que là, on vous montrait tout à l'heure sur l'écran, le 10 ans américain à 1,47, c'est quand même pas beaucoup pour l'économie américaine. C'est-à-dire que même si on se dit, ce qu'on voit là comme phénomène de sortie de crise, de normalisation, n'est pas durable. Et d'ailleurs, on l'a vu quand le premier plan de relance en 2019 fait par Trump, l'économie était repartie pendant 8 mois, et puis dès la fin d'année, le plan de relance avait été consommé, donc c'était un peu retombé. Donc ça peut faire un peu la même chose là, mais quand même, 1,45-18, ça ne me paraît pas être le taux normal pour l'économie américaine à 10 ans. Donc, bon, en tout cas, c'est promis, Alice. Un peu moins, je parle plus d'inflation. Allez, on va parler des marchés. Ça, je peux en parler? Ça, on peut. Vous pouvez. Allez. Bah ouais. On a changé la musique pour les marchés. C'est la même chanson. Je fais même pas d'introduction. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des marchés, Alice? Moi, j'ai renoncé. On a un peu changé de paradigme. Et en fait, il faut l'accepter. Je pense que ça fait depuis 2008 que les choses ont changé, enfin après 2008, et qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance... C'est quoi ce nouveau paradigme? Ce nouveau paradigme, c'est tellement de liquidité, tellement d'accès au financement, tellement pas d'autre option que d'acheter des actions pour gagner de l'argent, que les valorisations augmentent. Et donc, peut-être que ça fait de la peine à ceux qui aiment ce qu'on appelle la gestion value, qui vont vraiment chercher des choses pas chères du tout, parce que c'est difficile de trouver des perspectives de revalorisation de ces sociétés-là. Mais dans l'ensemble, en fait, on est clairement sur un marché qui est un peu cher, oui, mais qui croît, qui a un accès au financement colossal, qui rebondit de manière majeure. Donc moi, je suis un peu toute voile dehors, positive. Toute voile dehors. Toute voile dehors. Marc Riez, le CAC en hausse de 19% depuis le début de l'année, l'Eurostock 16%, le Dow Jones 13%, le Nasdaq 9%. Ça vous inspire quoi? Alors, nous, on a été toute voile dehors à partir de mars dernier. Et là, j'avoue qu'on commence à ramener un peu de voile depuis 6350, 6400 sur le CAC. Donc, vous avez tort. Alors, je sais pas, l'avenir. Alors, pour l'instant, on a tort. On a commencé à s'alléger début mai. Il y a un gérant qui nous dit il faut faire attention. Et puis, voilà. Et ça vaut plus cher le lendemain. Donc là, pour l'instant, et je pense qu'à court terme, ça va continuer
à monter parce qu'on a un marché qui veut vraiment pas baisser. Il y a beaucoup de liquidités. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que ça devient un peu cher. C'est que les belles valeurs sont quand même chères. Ça, on peut vous voulez dire en Europe, c'est ça, ou aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, on est à 22 fois 2021. Oui. Alors c'est vrai qu'en 2000, on était monté à 24 fois. On peut y retourner, c'est parti pour même. Mais bon, c'est quand même historiquement. Oui, après plutôt le haut, voilà, fourchette haute des valos. Après, voilà, ça peut être rattrapé par la hausse des bénéfices. Oui, voilà, c'est ça. Les estimations en tout cas, les perspectives de hausse des bénéfices des sociétés sont quand même impressionnantes. Donc il faut quand même. Mais quand on parle de 22 fois, Alice, on est déjà sur des anticipations qui sont très belles. Ça peut être encore mieux. Oui, mais on a changé de paradigme. Certes. Vous avez mais souvent, il ne faut pas parler d'inflation. Bon, on m'a déjà dit ça en 2000 que il faut pas parler d'inflation. France Télécom à 200 €, c'était pas cher. Voilà. Mais il ne faut pas parler d'inflation. Et deux, on a changé de paradigme. Non, mais est-ce que Alice a raison de dire, on est sur un marché où il y a beaucoup de liquidités, beaucoup de collectes sur les fonctions. Nous, depuis le début de l'année, on a collecté 1 milliard. Ce qui nous était jamais arrivé en 6 mois, etc. Donc bon, il y a beaucoup d'argent qui arrive effectivement sur les marchés, chez les gérants, dans les fonds actions, dans les trackers, et donc tout le monde est porté effectivement par ça. Mais il faut avoir conscience du fait que maintenant c'est plus, pour moi, ça mérite plus d'être surpondéré parce que il y a plus de. Et alors vous mettez quoi ? Alors attendez, justement, vous me faites la transition. Je voulais juste dire un mot. Je veux dire un mot sur la flambée. En fonction de la location. Mais la flambée de l'immobilier quand même, parce que ça aussi, rien ne semble pouvoir l'arrêter. L'explosion de l'immobilier, les prix continuent à s'envoler. C'est intéressant. J'ai vu ça cette semaine. En 1900, le mètre carré à Paris était en 1960, pardon. Le mètre carré à Paris était en euros constants à 870 €. Combien ? 870 € en équivalent euro de 2020. En 2020, le mètre carré à Paris est à 11 000 €. Alors plus intéressant, il fallait 1,85 SMIC pour se payer un mètre carré en 1960. Il faut 7 SMIC aujourd'hui. Quel est l'impact de Différent de l'immobilier sur l'économie en général et de la flambée de l'immobilier? De la flambée de l'immobilier, valorisation évidemment. Ce que l'on oublie toujours de regarder, c'est que quand il y a quelqu'un qui achète un bien immobilier, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a vendu. Donc il est aussi probablement plus intéressant de regarder ce qui est fait des fonds qui sont achetés quand il y a une transaction par celui qui est le vendeur. Okay. Donc, est-ce que c'est pour nourrir un nouvel investissement immobilier? Est-ce qu'au contraire, c'est un argent qui est déployé sur d'autres projets d'investissement? Ça, c'est quelque chose que malheureusement on ne sait pas très bien tracer. Maintenant, sur l'immobilier, s'il y a bien un marché qui ne se prête pas à une analyse globale, c'est l'immobilier. La flambée qui se fait actuellement est très hétérogène selon les marchés. On voit bien qu'avec, là encore, la transformation qui a été induite par la pandémie, certains marchés type résidence secondaire sur les zones côtières, c'est absolument incroyable l'accélération qui se passe. En revanche, un appartement dans une zone urbaine devient un petit peu plus dur avant. Donc, on est sur des phénomènes qui sont totalement en rebours. Donc, la lecture globale du marché immobilier est assez trompeuse. Et donc, il faut vraiment prendre quelque chose de très segmenté. D'un point de vue macro, Michel Roudy. Moi, je pense que ça peut affecter grandement la hausse de l'immobilier dans les grandes villes. Oui. Ça peut affecter le comportement des ménages. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, on s'endette de plus en plus et sur plus longtemps. Donc, le reste à vivre est limité. Et donc, d'une certaine manière, on l'est limité dans la consommation sur le long terme. Donc ça peut poser ce problème. Deuxième chose également... Vous appelez le reste à vivre, c'est après vous payer les comment s'appelle, le remboursement d'emprunt et les impôts et fonciers. Donc première des choses. Deuxième chose également, si c'est pour les primo-accédants, on va acheter un appartement et ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que dès lors qu'on veut avoir 1 ou 2 enfants, ça pose la tension parce que par exemple une pièce minimum de 9 mètres, ça fait 9 mètres carrés, ça fait à peu près, on va dire 100 000 € de plus. Donc, ce qui veut dire que ça fige à Paris, ça fige les ménages. C'est pour ça que le taux de natalité s'effondre. Exactement, mais c'est ce qui fait qu'à long terme, on risque d'avoir des problèmes en démographie derrière. Alternative, l'immobilier quand même. Vous dites qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Oui, c'est une alternative en termes de placement, c'est juste. Et d'ailleurs, ça fait la fortune de certains de mes confrères, donc je suis contente pour eux. Je suis ravie. Non, quand même, ça pose quand même la problématique, la hausse de l'immobilier. Quand même, on est quand même dans un pays où c'est toujours la valorisation quand même des
des héritiers, beaucoup. C'est-à-dire que c'est clairement, en fait, pour les primo-accédants, c'est tellement difficile d'accéder qu'ils n'accèdent pas, quoi. Et donc, il y a des gens qui louent toute leur vie ou des gens qui se retrouvent à partir loin sans forcément le vouloir. Donc, c'est encore le temple, en fait, de l'immobilisme social. Moi, une seconde. Une seconde, c'est que mardi prochain, le 15 juin, il y aura une réunion du Haut Conseil de stabilité financière qui, justement, risque de contraindre les banques à moins prêter à des ménages qui ne sont pas forcément éligibles, s'ils sont à la limite, on va dire. Et ça peut impacter grandement, on va dire, un peu le marché de l'immobilier. C'est ce qu'on avait dit il y a quelques mois. On avait dit que les banques avaient resserré les critères. Mais ça n'a eu aucun impact. des recommandations. Là, on risque de passer dans l'acte, dans le dur, quoi, en fait. Très bien. Quel est le dans un décret, pas un décret, de la semaine pour vous, Alice? Alors, moi, en fait, j'avais envie de parler d'une société qui s'appelle Biogène. Je ne sais pas si vous en avez entendu. C'est pas encore les sociétés. Oui, non, mais c'est pas une société. Ah, c'est pas vos recommandations. Pourquoi est-ce que je parle de cette société? C'est pas pour parler de la société elle-même, c'est qu'elle a, disons, eu une autorisation très particulière de la FDA, donc de l'organisme réglementaire de la santé aux États-Unis, pour mettre sur le marché ce qu'on appelle de manière très rapide, quoi, une solution, un traitement qui fonctionnerait pas trop mal, enfin, pour Alzheimer. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on autorise la mise sur le marché d'un nouveau traitement pour Alzheimer. Et donc, je trouvais que c'était bien d'en parler parce que c'est quand même la problématique de cette pathologie, c'est qu'en fait, il n'y a aucune véritable solution et pas de véritable traitement. On traite quelques symptômes, mais on ne traite pas la maladie. Et là, en fait, c'est un traitement qui s'attaque à des plaques très spécifiques qui se développent dans le cerveau. Et c'est la première fois depuis très longtemps aussi que la FDA, en fait, va contre l'avis de son comité consultatif qui a dit que eux, ils ne voyaient pas particulièrement les avancées thérapeutiques. Néanmoins, l'autorisation de mise sur le marché a été faite. Et donc, je trouvais que c'était vraiment l'occasion de parler aussi de cette pathologie où les traitements sont quand même pas, pour l'instant, forts. Donc j'ai oublié le mot, c'est Alzheimer en fait, Alice. Attendez. C'est Biogène. Je sais plus. Denis Ferrand. Le mot qui vous a marqué cette semaine. C'est le mot G7. C'est pas vraiment un mot, mais en tout cas, je trouve que ce retour est vraiment spectaculaire. Après ce qui s'est passé au cours des dernières années avec Trump. Alors, c'est pas seulement ce qui s'est fait sur le plan fiscal avec le G7 Finance. On sent que c'est le début d'un cycle. Il y a quelque chose qui, enfin, on avait l'impression que le G7 était mort, franchement, et il avait été suppléé par le G20 au mieux, un peu le G8. Et là, est-ce que le G7 est en train de se constituer un peu comme un pool des démocraties en face aussi de gouvernements plus autoritaires comme la Chine, comme la Russie. En tout cas, il y a une tectonique des plaques qui est absolument spectaculaire en ce moment. Et le G7 joue désormais la carte de la diplomatie du vaccin, comme l'a fait la Chine il y a quelque temps, comme l'a fait la Russie. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est absolument incroyable qui se transforme. Michel Remy. Moi, c'est le capitalisme, en fait. Capitalisme français. Carrément. Oui, parce que on arrive à des valorisations, à des niveaux du CAC 40, 6500, et grosso modo à pratiquement un peu plus de 20 ans d'écart. J'ai voulu voir la structure du CAC 40. Et on s'aperçoit qu'il y a 25 grandes entreprises qui étaient là en 2000, qui sont là encore. Et donc, il y a 15 départs. 15 départs, c'est qui? C'est AGF, c'est Alstom, c'est Thomson, c'est aussi Dexia. Donc, pour diverses raisons. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui revient dans les 15 nouveaux. Et qu'est-ce qu'on voit comme les 15 nouveaux? On voit Atos, on voit Hermès, et en gros, concrètement, on les voit mettre dans l'écosystème digital et dans le luxe. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est du coup, est-ce que le capitalisme a changé? Et donc, je reviens et je me dis, en 2000, on croyait beaucoup entre l'union entre les tuyaux et le contenu, c'est-à-dire France Télécom et Vivendi, et finalement, on n'a pas trop forcé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est plutôt des sociétés de portefeuille de marque. Alors c'est très bien, notamment le luxe. Mais le grand problème, c'est que le luxe, c'est très bien, ça rapporte, mais l'emploi, pour boucler, c'est 95% à l'étranger. Donc ça pose un problème sur le capitalisme français. Intéressant. Marc Reyes. Oui, il y a beaucoup d'entreprises de luxe qui produisent en France quand même, pour les défendre. Mais, alors moi, le mot, c'était un adjectif qualificatif, c'était renforcer. Okay. Alors pourquoi renforcer? Parce qu'on était tous à attendre les mots de Madame Lagarde, si elle allait redire que pour les 3 mois à venir, elle continuerait à un programme d'achat renforcé par rapport au premier trimestre. Alors, elle l'a dit.
Donc on est rassuré. Donc pendant 3 mois, on aura notre dope monétaire et on peut y aller à fond. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'alternative et que c'est un nouveau paradigme et qu'on fait du trading d'actions sous coke. Jusqu'au jour. Bah ouais, mais la coke elle dure jusqu'au premier trimestre 22. Hein. Ouais, on verra bien. Allez, on va passer tout de suite au top 3, Alice. Je sais. Ouais, vous n'êtes pas dedans. Benjamin Non, Rousseau. mais l'année n'est pas finie. Non, mais il y en a qui ont décollé aussi, mais vous avez une bonne perf. Hein. Benjamin Rousseau, il est à 21,4%. Alain Pitou est à 18%. Il est fort, là. Bah oui, Pierre Chang, 16,9%. Alice, vous êtes presque à 13%. Je vous donne votre portefeuille. Vous me dites ce qu'on fait. Bon, j'ai du Orpea. On garde. J'ai du ABB. On garde. J'ai du IPG Photonics. On garde. J'ai du Teradyne. Bien sûr. J'ai du Exobionics. Ça, oui. Vous nous rappelez ce que c'est ça? C'est les exosquelettes. Insulette, c'était la boîte. Insulette, donc c'est les pompes à insuline qui remplacent le pancréas. On garde. Ça, je garde. Bon, vous avez fait un carton avec une société que vous nous avez raconté il y a un an, Céline, qui fait 72% depuis le début de l'année. Ça m'étonne pas. Alors, magnifique. Céline, hein. J'espère que ça vous étonne pas. J'espère que vous la suivez quand. Évidemment, on en a un portefeuille. Surtout, c'est de l'impression en tissu humain. Enfin, de tissu humain. En fait, on utilise c'est du bio-encre, c'est-à-dire c'est de l'encre, c'est des cellules, quoi, à partir de polymères et puis d'algues marines spécifiques. Aujourd'hui, on fabrique principalement de la peau pour la recherche médicale. C'est incroyable. Et surtout, là, le grand travail, ils sont en train de faire des acquisitions et ils vont bientôt pouvoir faire des organes avec toutes les problématiques éthiques. Je rappelle que la personne qui a créé cette société, c'est un Suédois de mémoire et en fait, il a créé cette société à l'âge de 30 ans. Et il a fait cette société il a un problème d'organes. Qui est très jeune. Parce qu'il avait un problème d'organes, non? Non, parce que son père, en fait, avait fait des recherches. Il a racheté le brevet. Bon, ça mais il a racheté le brevet de son père qui avait fait des recherches en la matière pendant 10 ans. Et cette société n'existe que depuis 2016, je crois. Donc c'est colossal. Elle est cotée en bourse. Ses clients, c'est les plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde. Il a été approuvé par toutes les grandes universités de recherche. Belle histoire, bravo. Donc ça, on garde, Céline. Alors AstraZeneca, c'est en hausse de 13%, mais c'est très surprenant. Et il y a plein de gens qui ont vu l'émission et le portefeuille qui m'ont dit, mais comment AstraZeneca comment ça n'a pas pris 100%? Eh bien oui, mais en fait, beaucoup de gens dans l'inconscient collectif, les laboratoires pharmaceutiques l'année dernière ont beaucoup monté. Pas du tout. C'est ça. En fait, en réalité, mais là, c'est en plus Europe, le winner. Ni aux États-Unis, oui, mais en réalité, non. Ok, pourquoi? On sait pas. Parce que alors aux États-Unis, c'est parce qu'il y avait des élections et qu'il y a toujours un couvercle très fort sur les valos du secteur de la santé pendant les élections. Et en Europe, c'est parce que les gens se sont énormément chauffés sur d'autres secteurs d'activité, beaucoup plus cycliques, et ils ont délaissé la santé. Mais il va falloir... AstraZeneca, on prend Olympus, et on a du Olympus, on garde. Olympus, alors qu'est-ce qu'on achète Alors, on a parlé des tensions, des goulots d'étranglement, nous allons parler des semi-conducteurs. En fait, il y a un nouveau mouvement, il y a un mouvement dans le monde assez important d'externalisation de la fabrication des semi-conducteurs. Alors, vous savez, les semi-conducteurs, c'est des grandes plaques de silicium qu'on coupe en petits morceaux, on met des systèmes intégrés, puis on en fait des puces plus ou moins intelligentes, plus ou moins adaptées à la robotique, à l'intelligence artificielle. Il y a une société à Taïwan que je vous conseille de regarder vraiment, qui s'appelle TSMC, ça veut dire voilà, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui a pour client quasiment le monde entier et qui fabrique en fait pour eux, à leur demande évidemment, ces fameux semi-conducteurs. C'est très intéressant parce que ils sont en train de capter une grosse partie du marché et comme il y a une tension élevée sur l'approvisionnement, parce qu'on n'en a pas assez fabriqué pendant la crise, du coup il y a un pricing power, donc une capacité d'agir sur les prix qui est colossale. Et donc, si Benahouda Adénaïm pense même que c'est une des raisons pour lesquelles on soutient Taïwan, parce qu'on peut pas perdre ce producteur de semi-conducteurs très rapidement. C'est intéressant. Bien sûr, oui, non, juste à les coter aussi aux États-Unis sous forme d'ADR, s'il y a besoin de Marc Liès, vous êtes quasiment à 10% depuis le début de l'année. Je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait. Ligne de Haguet. On garde. Brembo. On garde. Knorr, Bremse. On garde. Pirelli. En hausse de 16,5% depuis le début de l'année. Safran. On garde. Kering, 24,4% depuis le début de l'année. Schneider. On garde aussi. Amadeus. On garde aussi. AstraZeneca. AstraZeneca, bon là ça a pris 13%. Non mais Alice est là, elle a dit on garde, vous avez pas... on va garder. Pour faire plaisir à Alice, on la garde. Merci Marc. Intercontinental. Intercontinental, on garde. Affineo. On garde. Diageo. Alors Affineo, c'est un peu une sorte de c'est pas taïwanais. Mais... Et Diageo, on garde, c'est les boissons, voilà, leader mondial de la boisson. Et alors... Qu'est-ce qu'on achète alors? Voilà, j'achète plus en ce moment. Ah non, vous n'allez pas me faire le même coup que... Ah, j'achète plus. Vous achetez rien du tout? Non. Vous avez mais là, on a racheté récemment. Non mais attendez, ça veut dire que vous êtes baissier sur les marchés? Non, ça veut dire que c'est très important. Tous les dossiers qu'on a étudiés, qui nous intéressaient vraiment, sont, nous semble-t-il, quand même chers. Vous êtes le deuxième gérant en un mois qui nous dit ça, et malgré ça,
Les marchés mais continuent ça peut aller, non, mais ça peut aller plus haut. Oui, mais donc quand on vous dites vous avez 1 milliard de collecte, vous êtes bien obligé d'acheter des actions pour les gens. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites alors? Les portefeuilles habituels Donc vous continuez à acheter les valeurs, à investir dans les là, valeurs. C'est-à-dire que vous avez rien foutu. On a de l'argent qui arrive. Non mais en fait, vous avez rien foutu. C'est-à-dire que là, vous avez regardé tous les dossiers, toutes les sociétés. Non, mais attendez, vous avez fait toutes les sociétés cotées aux États-Unis et en Europe, et vous n'avez rien trouvé. Alors, on a allégé des choses qui avaient beaucoup monté. Par exemple, dans l'automobile, il y a eu des très beaux succès. On avait du Porsche, par exemple, qui est passé de 59 à 96 en 7 mois. Donc ça, on l'a vendu. On avait du Fiat Chrysler, donc ça se retrouve avec du Stellantis. Ça a beaucoup monté aussi. On l'a vendu également. Donc on commence à élaguer, si vous voulez, des choses qui ont très bien marché. Mais par contre, on a du mal à trouver des dossiers intéressants qu'on a envie de rentrer. Ça vous inspire quoi, encore un peu ADP ou des choses comme Alice, ça. Je ne préjugerai pas Non, mais ça vous inspire quoi en tant que gérant? Moi, en fait, C'est cher. mais moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, je trouve qu'au regard de la croissance, en tout cas, les prix sont pas non plus délirants. Au regard de l'accès, évidemment, aux liquidités. Et puis, si jamais vous cherchez un secteur d'activité de qualité, il y a quand même le secteur de la santé. Elle est excellente. Et de la robotique. Et comme par hasard, elle a 2 fonds. Sur la santé, sur la robotique. Je sais comment investir, on va acheter des fonds très simples. Et voilà. Et je vous le fais pas dire avec joie. Voilà. Je vous accueillerai. C'était le quart d'heure de publicité. On se retrouve donc. On me dit que la mission de la semaine prochaine sera exceptionnelle. Cette fois-ci, on aura de bons invités.